Bonjour tout le monde. Après ce tableau général de Jérémy Rifkin, on va redescendre un petit peu au niveau plus concret des entreprises. Et nous avons deux exemples ici, des entreprises qui sont très en lien avec ce que Jérémy Rifkin a démontré. Donc une entreprise qui focalise sur le partage des voitures et l'autre est une coopérative d'énergie. Donc c'est vraiment deux exemples qui étaient au cœur de son exposé. Je voudrais juste faire une petite remarque. Dans le Forum mondial à Lille, on a quand même depuis quelques années observé deux tendances en ce qui concerne la responsabilité des entreprises. La première tendance, c'est une évolution qui est encourageante. La plupart des entreprises ont adopté entre-temps une politique RSE, donc ça devient mainstream. Mais ces changements et l'évolution de ces entreprises est graduelle. Donc la plupart des entreprises ont quelque part fait des efforts pour avoir un impact positif socialement, travailler sur la diversité par exemple, mais aussi ils ont essayé de diminuer l'impact négatif au niveau de l'environnement. Et donc on a tout un ensemble d'évolutions qui sont graduelles. Il y a aussi des personnes ou des entreprises qui ont fait une autre approche, qui ont développé une autre approche et qui ont essayé de changer le business model. Donc carrément toute une conception différente de voir la production et la consommation. Et donc l'économie collaborative est justement cette dimension. Donc on n'est pas ici en train de parler des bonnes pratiques des entreprises classiques, mais plutôt un changement radical de perspective qui est en fait quelque part qui est un changement disruptif, comme on dit, et qui peut avoir bien sûr plus d'impact socialement et aussi environnementalement. Et donc c'est plutôt cette économie collaborative qu'on va développer. Donc je vais d'abord passer la parole à Christophe Ribaud, qui est président du directoire d'une entreprise qui s'appelle Mobivia. Mais Mobivia est un groupe d'entreprises, peut-être plus connu sous les noms commerciaux comme Nord Auto ou Auto Plus et ainsi de suite. Donc ce sont un ensemble d'entreprises, si vous voulez dire classiques, qui se concentrent sur l'entretien des véhicules. On ne peut pas être plus classique dans la deuxième révolution industrielle, en quelque sorte. Mais en même temps, Mobivia a déjà développé un pas dans l'économie collaborative. Je laisse d'abord Christophe présenter l'entreprise brièvement avant de poser des questions. Oui, bonjour. Donc effectivement, le groupe Mobivia, c'est un groupe qui a pris naissance en 1970 dans le nord de la France, créé par Éric Derville, avec une première enseigne qui s'appelle Nord Auto, que vous connaissez peut-être pour certains. C'est un groupe de 10 000 personnes avec à peu près 1400 points de vente dans 16 pays. Si on regarde rapidement l'évolution du groupe, on voit les premières années de 70 à 2000 où le groupe a évolué dans son modèle Nord Auto à travers son développement qui s'est réalisé principalement en France et dans les différents pays. Puis nous avons, à partir des années 2000, raisonné et on s'est dit qu'il fallait qu'on aborde une nouvelle approche et nous avons fait quelques changements de modèle puisque nous avons ouvert des nouvelles enseignes telles que Carter Cash qui est une enseigne plus low cost où nous avons pris aussi, nous avons racheté Midas qui est une enseigne plus de proximité toujours dans l'entretien automobile. Ça, c'était sur l'aspect business. Mais on s'est rapidement rendu compte aussi qu'il fallait aller beaucoup plus loin et on a commencé à prendre quelques participations et à créer nous-mêmes d'ailleurs certaines entreprises, certains business autour de l'autopartage et du covoiturage. À ce titre d'ailleurs, ce sera peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais nous avons créé et nous avons pris une participation d'ailleurs conjointement avec la SNCF dans une entreprise qui était à la naissance au même moment que covoiturage.fr qui est devenu Blablacar. Et nous avons simplement fait le constat que Blablacar a réussi à faire une accélération fulgurante et aujourd'hui est une entreprise qui est déjà reconnue presque mondialement, alors que l'entreprise dans laquelle on était, nous sommes retirés et nous avons fait l'analyse de notre échec.
Ce qui prouve une chose, c'est que quand on rentre dans cette économie collaborative, il faut savoir prendre des risques, savoir accepter finalement les échecs et savoir se relancer aussi dans de nouveaux projets. Et nous avons d'autres projets, bien entendu, où nous avons eu plutôt des réussites. Merci. Merci. Oh, ça marche, non? Ah, c'est bon. Merci. Donc, vous êtes quand même dans une entreprise qui fait de l'entretien des voitures. Vous avez fait le pas d'aller vers l'autopartage comme Blablacar. Mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive un dirigeant d'entreprise dans l'entretien automobile à faire le pas vers l'économie collaborative, comme on a entendu tout à l'heure de Jérémy Revkin? Si on pousse jusqu'au bout, on aura, qu'est-ce qu'il a dit, 8 voitures sur 9 ou quelque chose comme ça, qui ne seront pas produites, donc en fait, il y aura moins d'entretien de voitures. Donc qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles sont les convictions, les idées, en fait, les principes ou les convictions qui vous ont poussé à aller vers cette dimension? Ce qui nous a poussé à aller vers cette dimension, c'est que nous faisons un travail tous les ans sur une prospective, un travail de vision sur les 10 prochaines années. Et en fait, à l'occasion de ce travail, dans les années 2000, nous nous sommes rendus compte simplement que le 100% voiture, c'était quelque chose qui risquait de diminuer fortement, que les gens n'allaient plus utiliser principalement ou essentiellement leur véhicule, ils allaient partager leur véhicule avec d'autres, ils allaient partager leurs déplacements tant dans l'utilisation de leur véhicule que des transports en commun ou même l'utilisation de vélos, assistance électrique ou de vélos pliables. Et donc toute cette conception finalement nous a fait simplement bouger. Donc j'ai envie de dire que la première chose c'est certainement l'aspect vision. Le deuxième élément qui nous a fait bouger, je pense que c'est un élément de conviction. Je pense que notre fondateur, Éric Derville, a toujours poussé le fait de positionner réellement, de se positionner dans les tendances en respectant l'homme et l'environnement. Et à partir de ce moment-là, je pense que les travaux de vision qui existent dans l'entreprise depuis bien longtemps nous ont poussé vers des convictions certainement un peu plus fortes. Et en plus, nous sommes une entreprise à capitaux familiaux. Et je pense que ça aide aussi, puisque à travers ces capitaux familiaux, nous avons une vision assez long terme de notre business. Et en dernier lieu, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est comme me le disait M. Rivkin tout à l'heure, c'est de positionner une partie de notre investissement dans cette nouvelle économie. C'est ce que l'on fait depuis à peu près maintenant 7 à 8 ans, où nous avons positionné une partie de notre investissement qui est en train de monter graduellement d'ailleurs. Okay, merci. Alors, moi comme la plupart des gens entre vous, sans doute, je suis déjà allé changer les pneus chez Norauto, des choses comme ça. Bon. Donc, on voit que c'est une entreprise qui en général, c'est bien géré, c'est propre et tout. Donc, je pense que Norauto, à travers l'histoire, a fait énormément d'efforts aussi à être une entreprise, Norauto ou les autres entreprises que vous dirigez, ont fait des efforts aussi pour recycler plus de matériel, les anciens pneus, que ce soit l'huile ou quoi que ce soit, enfin, ou recycler peut-être des matériaux plus propres. Donc, dans la RSE classique. Alors, qu'est-ce que ça fait au sein d'une entreprise qui est focalisée sur l'entretien d'une voiture et qui veut faire ça de façon pour minimiser l'impact négatif, disons, sur l'environnement, de façon responsable? Qu'est-ce que ça fait quand on dit aux salariés, aux managers, aux cadres de l'entreprise: de toute façon, la voiture, on n'y croit plus, 100% voiture, c'est pas l'avenir, on va vers moins de voitures, etc. Ça doit faire quand même quelque part un choc, je crois, dans la culture. Enfin, ça doit être assez bizarre. C'est un peu comme travailler pour Air France et dire de toute façon l'avion, ça pollue trop, il faut qu'on trouve autre chose. C'est pas évident. Donc, comment vous avez pu développer ce genre de démarche dans le partage de voitures ou dans le covoiturage ou partage de voitures, tout en étant une entreprise classique focalisée sur l'entretien de voitures? Comment ça se passe au sein des équipes, au sein du management? Je crois la première chose, c'est que la vision dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est une vision que nous partageons avec un grand nombre de collaborateurs, de façon à ce qu'on soit tous dans le mouvement de ce changement.
La deuxième chose, c'est que nous devons continuer dans l'activité plus traditionnelle, donc celle de Noroto, Midas et autres. Nous devons continuer à la faire évoluer, à améliorer notre empreinte en termes d'environnement, à améliorer notre relation avec le client. Et ça, nous le faisons. Nous sommes le seul réseau en France qui est par exemple certifié 14001, qui est un réseau qui permet simplement, au travers de tout le management, d'améliorer tous les traitements de nos déchets. C'est un élément qui paraît peut-être assez simple, mais qui est un gros travail de fond et que l'on vérifie et que l'on remet à la certification tous les ans. Ça, c'est une première chose. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que toute la nouvelle économie, nous ne pouvions pas la faire au sein même de l'ancienne ou de la plus traditionnelle. Et donc, nous avons créé à cet égard un véhicule, un ensemble qui s'appelle VIA-ID, qui est VIA Investissement Développement, et qui permet justement à la fois de prendre des participations et de développer des entreprises. Nous avons une participation, par exemple, dans l'entreprise Drivey, que vous avez peut-être entendu récemment, puisqu'ils font une formidable croissance actuellement et quelques acquisitions. Nous avons aussi pris des participations dans une entreprise comme Green On, qui est une entreprise en B2B qui met des plateformes dans les entreprises de vélos classiques et de vélos à assistance électrique. Et en fait, vous remarquez simplement que tout ça est lié à un objectif que l'on s'est créé et à une raison d'être que l'on s'est créé, c'est de rendre la mobilité plus facile. Le sens même du groupe, tel qu'on l'a écrit, tel qu'on se le dit entre nous, c'est « making mobility easier ». C'est faire en sorte que toute la mobilité soit rendue plus facile pour les consommateurs que nous avons l'occasion de croiser, à la fois dans les métiers traditionnels, mais dans les métiers plus modernes. Et nous faisons par ailleurs des liens entre ces deux mondes, puisque bien entendu, un propriétaire de véhicule a besoin d'entretenir son véhicule. Un propriétaire qui fait du covoiturage a besoin de faire de l'entretien de son véhicule. Donc vous voyez bien qu'il y a à la fois deux mondes qui se côtoient et à la fois une ligne transversale qui doit forcément fonctionner. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit animer au sein du groupe. Merci. Donc, en fait, vous êtes parti pas d'un très grand tableau comme Jeremy Rifkin, mais un peu un tableau intermédiaire, si je peux dire. En fait, disons que rendre la mobilité plus facile, et vous n'êtes pas focalisé sur l'objet voiture, mais sur l'ensemble et sur les possibilités technologiques qui existent aujourd'hui pour reconcevoir votre métier, peut-être pas le grand tableau à la Jeremy Rifkin, mais quand même quelque part entre deux. Et donc, le problème pour vous doit être trouver, je pense, le business model qui est économiquement rentable. Est-ce que pour l'instant, ce genre d'économie collaborative, de partage de voitures, est-ce qu'il y a une rentabilité qui est... Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de l'investissement, c'est une rentabilité qui n'existe pas encore pour l'instant, mais en tout cas, c'est très clairement inscrit dans nos têtes que ça doit être un relais de croissance pour le groupe, donc il est évident que nous y travaillons. C'est très clair que quand, dans cette nouvelle économie, on ne démarre pas par créer un business model dès le démarrage. On démarre l'activité avec une problématique client et on réfléchit pour savoir quel va être le business model derrière. Et ça, c'est une autre façon de penser. Je pense que la plus grande difficulté que j'ai eue, et que je pense que beaucoup de cadres de l'entreprise, ça a été de penser un peu autrement, de façon à pouvoir être réellement pertinent et réellement à l'écoute du client et de la problématique des clients. Et est-ce que vous avez du mal au sein du groupe de convaincre les gens? Est-ce que les gens ne sont pas sceptiques, disant où est-ce qu'on va avec ça? Bon, si je vous disais non, bien entendu, vous ne me croirez pas, mais je pense que effectivement, il y a tout un ensemble de gens extrêmement convaincus et d'autres qui ne le sont pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que toute l'équipe qui travaille chez VIA-ID est extrêmement convaincue. Ce sont des gens qui eux-mêmes se déplacent déjà avec cette nouvelle économie, ont vraiment une vie associée finalement à leur nouveau travail. Donc ça, c'est extrêmement rassurant aussi sur la pertinence des offres qu'ils feront. Merci beaucoup. Vous pouvez garder vos questions pour M. Ribaud tout à l'heure. On va d'abord passer à l'autre entreprise. C'est quelque chose de totalement différent, mais quand même aussi discuté par Jeremy Rifkin tout à l'heure. C'est une coopérative d'énergie. Et nous avons ici Mathieu Richard, qui est directeur du réseau des coopératives, et Guillaume Jourdain, qui est le directeur régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ils ont déjà fait le changement institutionnel avant qu'il soit vraiment en vigueur. Donc, je vous laisse d'abord présenter l'entreprise et expliquer ce que vous faites, et ensuite on posera quelques questions. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Gert.
Donc, Enercop, en 2 mots, c'est le croisement de l'économie sociale et solidaire et de la transition énergétique. C'est une entreprise au service d'un projet social, environnemental, économique, inséré dans les principes de la 3e révolution industrielle. Nous sommes un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Nous sommes le premier fournisseur d'énergie 100% renouvelable, de statut coopératif, donc avec une gouvernance démocratique. Tout consommateur en France peut être client d'Enercop et les consommateurs d'Enercop achètent directement leur électricité à des fournisseurs qui sont des producteurs pardon, qui sont également membres de la coopérative, producteurs exclusivement d'énergie renouvelable. Les bénéfices que cette activité procure sont réinvestis dans leur plus grande partie dans de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable, donc on contribue directement à développer de nouveaux moyens de production, et dans des actions d'efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, parce que justement, notre objectif, contrairement à une société qui souhaiterait vendre le plus d'énergie, c'est de vendre le moins possible d'électricité au plus de monde possible, donc tout à fait en lien avec le principe du partage de ressources limitées. Je vais laisser du coup Guillaume Jourdain parler un peu plus d'une autre dimension, qui est la dimension territoriale, qui est essentielle au projet. Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous. Pour compléter ce que vient d'expliquer Mathieu, on a une autre spécificité qui est issue d'une organisation en réseau. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une coopérative Enercop nationale sur l'ensemble de la France. Et puis depuis qu'on a fait la preuve de la fiabilité de notre modèle, on reproduit ce modèle-là à une échelle régionale. Il y a aujourd'hui, le réseau Enercop est constitué de 10 coopératives, pas encore présentes dans toutes les régions, mais en grande progression. Aujourd'hui, donc, c'est 10 coopératives qui travaillent ensemble, qui coopèrent au sein même du réseau de coopératives. Il y a beaucoup d'échanges sur les bonnes pratiques. Ça nous permet d'être présents à l'échelle territoriale et donc de rencontrer nos sociétaires, nos clients, de connaître nos producteurs, de connaître à l'échelle régionale les opportunités, les collectivités, les élus. Nous, en Nord-Pas-de-Calais, bien évidemment, ça nous permet d'être présents et de s'impliquer dans la 3e révolution industrielle. Et donc, l'ancrage territorial, pour nous, est très important. Et l'aspect de proximité aussi. On organise beaucoup de séminaires avec nos sociétaires. On partage avec eux l'information. C'est très positif parce qu'eux se sentent impliqués. Et puis, ça nous permet aussi à nous de récupérer des fonds, d'avoir des ambassadeurs partout. Et donc, avant même cet Internet de la communication, dont parlait Jérémy Rifkin, nous, on s'attache aussi à un vrai échange humain au niveau local. Ok, donc... Excusez-moi, juste, je voulais dire aussi quelques chiffres pour compléter, peut-être pour vous ayez une ordre de grandeur. Aujourd'hui, Enercop, ça reste, c'est en grande progression, mais ça reste relativement modeste. C'est 22 000 clients en France à peu près. On progresse de 30 à 50% chaque année. C'est 15 000 sociétaires, donc on est la plus grande société coopérative d'intérêt collectif de France. Et c'est 22 millions de chiffre d'affaires en 2014. Ok, donc je voudrais savoir justement un peu quelques informations, c'est un peu déjà une réponse, mais est-ce que tout le monde peut s'abonner? Disons, moi j'habite à Lille, j'ai un compteur, il y a des gens d'EDF qui viennent vérifier tout ça. Est-ce que je pourrais acheter de l'énergie chez vous? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Et combien ça coûterait? Ça coûte plus cher? Est-ce que je deviens automatiquement sociétaire aussi? Parce que vous parlez d'une coopérative en même temps, vous dites tout le monde peut acheter, mais est-ce que les consommateurs sont sociétaires? Qu'est-ce qui est vraiment collaboratif dans cette histoire? Comment vous voyez la collaboration? D'accord. Alors, déjà pour répondre aux premières questions, effectivement, tout consommateur français peut devenir client d'Enercop. Et nous incitons effectivement les consommateurs d'Enercop à être également sociétaires. Ce n'est pas une obligation. Mais ça fait partie du projet que les participants, les parties prenantes, participent à la vie démocratique de la coopérative et aux décisions. Et donc, nous souhaitons effectivement que tous nos consommateurs, s'ils le peuvent, deviennent sociétaires et s'impliquent dans la vie de la coopérative. La collaboration est au cœur du projet Enercop, fait partie de l'ADN du projet Enercop, à la fois pour des raisons, donc, disons, d'objectifs philosophiques, étant donné que nous souhaitons démocratiser
la compréhension des questions énergétiques, l'appropriation de ces questions par les citoyens, faire en sorte que l'énergie soit plus quelque chose de distant qui nous arrive automatiquement dans la prise, mais que les citoyens comprennent les enjeux qui se trouvent derrière et voient comment ils peuvent participer à faire en sorte que les impacts du système énergétique soient plus positifs pour l'économie en termes d'emploi et moins négatifs en termes d'environnement. Comment ça se traduit également, c'est pas seulement une question philosophique, c'est une question d'efficacité, parce qu'effectivement, un projet est d'autant plus puissant que toutes les parties prenantes sont impliquées et mobilisées au service de ce projet. Or, la structure d'Enercop, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, SCIC, qui est un statut spécifique en droit français, qui fait en sorte que toutes les catégories d'acteurs intéressés au projet soient représentées dans la gouvernance. Donc nous avons non seulement les consommateurs, mais aussi les producteurs, les fournisseurs de services éventuellement, nos partenaires financiers, mais aussi les collectivités et bien sûr les salariés qui sont membres des différentes coopératives du réseau Enercop, représentées chacune dans des collèges de sociétaires et assurées d'avoir une présence au sein des instances de gouvernance, aussi bien des coopératives locales, donc par exemple en Nord-Pas-de-Calais, qu'au sein de la structure nationale. Donc c'est quelque chose de très concret et inscrit dans la structure juridique du réseau Enercop. Mais c'est aussi... On a beaucoup préparé l'intervention. C'est aussi à un autre niveau, la collaboration se fait à un autre niveau. Comme le disait Mathieu, on crée aussi nous-mêmes, on soutient, on finance ou on crée des coopératives de production encore plus locales sur un projet éolien, un projet de rénovation de turbines hydroélectriques, un projet photovoltaïque. Et la collaboration se fait aussi à ce niveau-là, le partage. On recrée nous-mêmes des coopératives ou des sociétés de projets pour que, par exemple, une école soit équipée en panneaux photovoltaïques et les parents d'élèves et les instituteurs et la collectivité locale et les sociétaires d'Enercop qui le souhaitent peuvent investir dans ce projet. Et on s'aperçoit... Ça permet d'abord de trouver des fonds pour financer ça. Ça permet aussi de créer du lien, de sensibiliser les gens et puis un sentiment d'appartenance collective qui nous paraît très important. Et surtout, ça permet de créer un peu d'emploi local et des retombées économiques pour les personnes concernées. Un parc éolien, en général, en France, je dirais, plus de la moitié des parcs éoliens français appartiennent à des fonds de pension étrangers. C'est-à-dire que le vent qui passe au-dessus de la France permet des fortes retombées économiques qui ne retombent pas sur le territoire. En essayant de partager ensemble, d'investir ensemble, de travailler ensemble sur ces projets de production, on maximise aussi les retombées sur le territoire et puis on lève beaucoup aussi de freins à l'action. Voilà pourquoi pourquoi on se revendique de l'économie collaborative. Juste un tout dernier point très rapide, la coopération, c'est pas un vain mot, ça fait partie des principes qui inspirent l'Alliance internationale des coopératives, mais ça se vérifie tous les jours concrètement. Non seulement à l'origine d'Enercop, tous les acteurs français des énergies renouvelables, des associations environnementales, de la finance éthique et collaborative se sont mis ensemble pour aider Enercop à exister, mais ça se passe également au niveau européen, à travers la création d'une fédération des coopératives d'énergie renouvelable qui mettent en commun des ressources et aident concrètement à la création de nouvelles coopératives, notamment en Croatie, en Grèce, au Portugal, dans des pays où il n'y en avait pas, en créant des fonds d'amorçage pour que ces coopératives se développent et qu'au fur et à mesure que le mouvement grossit localement, les fonds qui ont été mis par les coopératives internationales sont remboursés. Donc il y a une vraie solidarité très forte au service de ce projet qui est un projet qui nous mobilise fortement. Voilà. Alors, j'ai une question très concrète. Donc, vous avez des producteurs qui produisent l'énergie et vous avez aussi des consommateurs qui sont tous représentés au niveau de la gouvernance. Mais en fait, les consommateurs, je pense qu'ils ont intérêt, ils veulent payer moins cher leur énergie. Les producteurs veulent plutôt bien se payer pour pouvoir payer leurs salariés ou même se payer correctement ou même augmenter leur salaire. Sans pour autant être gourmands, ils n'ont pas d'actionnaires à rembourser, tout ce que vous voulez, mais quand même, il y a un conflit d'intérêts là qui est évident. Comment vous gérez collectivement un ensemble avec
plusieurs acteurs qui ont des statuts et des objectifs différents, que ce soit une agence publique locale ou que ce soit maintenant des consommateurs ou des producteurs. Comment vous trouvez un équilibre au niveau de fixation des prix et de productivité sans intermédiaire d'un marché, en fait, à l'intérieur de l'entreprise? En fait, on parle, nous, de prix juste. On pourrait parler de commerce équitable, c'est-à-dire que c'est des contrats de gré à gré qui sont négociés avec chaque producteur. Juste pour rapidement sur le contexte qui est assez compliqué sur le marché de l'électricité, donc je vais essayer de faire très vite, mais c'est un marché qui est ouvert donc, depuis plus de 10 ans maintenant, ouvert à la concurrence, qui n'est plus un monopole d'État, mais qui reste quand même relativement encore pas tout. Il y a encore des points de blocage, ou en tout cas il est encore un petit peu fermé. Les tarifs, on parle de tarifs régulés, des tarifs réglementés de vente, donc ils sont fixés plus ou moins par l'État. Ce que regrette d'ailleurs à mon avis parfois EDF parce que ça les impose de vendre l'électricité à un tarif qui n'est pas le prix juste pour le coup, qui ne correspond pas vraiment au coût de production d'électricité. Pour l'achat de la production d'énergie renouvelable, c'est pareil, il y a un mécanisme de soutien. Vous payez tous en tant que consommateur d'électricité une taxe qui s'appelle la CSPE, qui permet de financer entre autres l'achat de production d'énergie renouvelable à un tarif qui permet d'inciter les producteurs. Bon, nous, on est complètement sortis de ce modèle, à moitié par contrainte et à moitié par choix, et on travaille vraiment sur un prix juste qui est encore une fois négocié avec chaque producteur. Donc notre tarif, il était, quand on s'est créé en 2005, 40% plus élevé que les tarifs réglementés. Donc c'était vraiment un acte, on va dire, militant. Depuis, il n'a pas évolué, il est stable, et on est aujourd'hui entre 10 et 15% plus cher, parfois 5%, parfois 20%, pour vous donner une fourchette. On reste un petit peu plus cher. Parce qu'on... Voilà, les tarifs régulés augmentent, le tarif de l'ENERCOP est stable, et notre modèle, c'est des coopératives belges, ou notamment en Flandre, qui sont aujourd'hui les moins chers du marché sur le même modèle que nous. Voilà. Nous, on a pris le risque de se dire, faisons confiance à la responsabilité des consommateurs, en tout cas de ceux qui souhaitent et qui sont sensibilisés, et qui acceptent aujourd'hui de payer leur électricité un peu plus cher, mais pour un modèle vraiment indépendant, stable, et de plus en plus performant. En plus, on est stable depuis des années, mais peut-être même que d'ici les années à venir, on est en train d'adapter notre offre pour les industriels. On a aujourd'hui assez peu de clients industriels, on est en train d'adapter notre offre. Et puis, comme disait Jérémy Rifkin, les coûts de production d'énergie renouvelable baissent assez rapidement. Donc, on a vraiment, on sait que la compétitivité des ENERCOP au niveau des prix va augmenter. Okay, merci. Donc en fait, si je voulais m'abonner à l'électricité chez vous, je dois compter à 10 à 15% plus cher que le marché. J'ai d'ailleurs la même question. Si dans ma famille, on a donc 2 voitures. Si maintenant on abandonne les voitures et on fait appel qu'à Drivey, donc chaque fois quand on a besoin pour aller faire courses ou voir la famille ou quoi que ce soit, et on loue une voiture par Drivey, est-ce que ça viendra plus cher ou moins cher qu'une voiture que j'ai chez moi à l'année? Je vous invite à faire l'expérience, mais vous verrez que c'est nettement moins cher que n'importe quel loueur et avec un service qui est d'excellente qualité. D'accord. Donc, et une voiture, bien sûr, entretenue chez Norauto, donc fiable, en plus. Sorte. OK. Merci pour ces éclairages sur ces 2 projets. Je vous invite maintenant à poser des questions. On a ici 3 personnes qui sont dans 2 entreprises et qui ont fait ce pas de l'économie collaborative avec des projets assez étonnants à première vue. Bon, enfin, moi je trouve en tout cas. Donc allez-y, posez vos questions. La question là, il y a une question là. Peut-être quelqu'un qui peut... Oui, il y a un micro là. Voilà. Bonjour, Yves Diolsin, Gessina, une société immobilière plutôt parisienne et plutôt dans le domaine du bureau, d'où ma question tout à l'heure. De façon un peu connexe à ce que vous venez d'exprimer, mais dans le thème d'aujourd'hui, vous, au titre de votre modèle, vous changez à la fois le mix énergétique et le mode de production. Qu'en est-il du changement éventuel de modèle vers le client? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous allez vendre non plus de l'énergie, mais de la température, une température régulée sur le modèle de Michelin qui vend plutôt des kilomètres que des pneus? Tout à fait. Vraiment, l'évolution est pour justement éviter de vendre des quantités d'énergie qui sont déconnectées du service ou du confort, d'aller vers un service énergétique. Aujourd'hui, effectivement, ENERCOP n'est juste un fournisseur d'électricité, mais il s'efforce, comme on l'a dit, de ne pas vendre le plus d'électricité, mais de vendre au plus de monde. Parce qu'encore une fois,
aujourd'hui, nous sommes 10 à 15% plus chers, mais probablement d'ici assez peu de temps, nous deviendrons égaux, voire moins chers que les tarifs de marché. Donc, on aura probablement des files d'attente de gens qui voudront nous rejoindre. Et donc, du coup, on essaye de mettre en face en permanence la quantité d'énergie renouvelable correspondante. Donc, il s'agit de faire une bonne gestion et de faire en sorte de servir le plus de monde. Au-delà de ça, nous commençons à préparer des offres pour le gaz. Et une fois que nous aurons ces deux services ainsi que l'aide à la maîtrise de l'énergie, effectivement, on pourra envisager, à commencer par des projets pilotes, puis à décliner sur l'ensemble de nos consommateurs, de fournir non plus effectivement de l'énergie, mais la totalité des besoins associés à cette demande d'énergie, c'est-à-dire le confort thermique, l'éclairage. Voilà. Mais c'est encore pour nous, même si nous sommes une entreprise innovante, c'est encore pour dans quelques années. Ok. D'autres personnes qui ont... Oui, là, il y a une question là. Difficile à y arriver, non, ça va aller. Bonjour, Paul Conge du journal Marianne. J'aurais une question pour Enercop. Quel pouvoir décisionnel ont vos sociétaires dans les décisions stratégiques prises par l'entreprise? On n'est pas rentré dans le détail des collèges. En fait, pour faire très vite, on a 6 collèges, donc 6 catégories de sociétaires, enfin, 6 collèges, on va dire, des sociétaires. On a des salariés qui ont 10% des droits de vote. Les consommateurs ont 20% des droits de vote, les producteurs 20%, les partenaires, je crois, 10%, les collectivités locales 10%, et les porteurs, c'est-à-dire les associations de défense de l'environnement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'origine du projet, qui ont 30%. Donc, à l'intérieur de ces catégories de collèges, un homme égale une voix. Et donc ça, c'est pour la partie Assemblée générale. On s'assure toutefois que chacune de ces catégories soit représentée au conseil d'administration. L'Assemblée générale, c'est un moment dans l'année, voire 2. On essaie de solliciter nos sociétaires à plusieurs reprises, des temps, comme je disais tout à l'heure, de séminaires, d'échanges, d'informations. Mais le temps fort, ça reste l'Assemblée générale. Mais pour la gouvernance, on va dire opérationnelle, pour la gestion un peu plus pragmatique de la structure, c'est au conseil d'administration que beaucoup de points se jouent. Et là, on s'assure vraiment que chaque catégorie de sociétaire soit représentée et puisse exprimer son avis au sein des conseils d'administration de différentes structures du réseau. Okay, merci. D'autres questions? Là, il y a une question là au fond. Là aussi. Où est-ce qu'il y a le micro? Et peut-être là. Qui est-ce qui a le micro? Oui, là, il fallait 2 micros. Il y a une question ici, oui, d'abord. Oui, alors je pense que c'est une question qui s'adresse aux deux entreprises et en 2 temps. Jérémy Rifkin disait tout à l'heure qu'au-delà de la production de l'énergie, il y avait le management de la transition, c'est-à-dire que vous étiez dans une, je parle pour l'énergie là, dans un métier qui est celui de mettre en relation les producteurs et les consommateurs à travers un prix juste, mais qu'au-delà, il y avait un sujet au niveau du réseau et de savoir comment vous accompagnez les projets pour que cela devienne possible finalement. C'est que derrière, il y a des projets d'investissement, ça peut être des investissements publics, et là c'est ma deuxième question, c'est sur l'investissement privé, c'est-à-dire quel est le rôle des banques, quels devraient être les rôles des banques, quel est le rôle des banques aujourd'hui pour accompagner aussi ces projets, parce que transformer, rétrofiter un bâtiment commercial par exemple, en particulier aussi, ça nécessite des investissements importants, et ces investissements, on peut les trouver éventuellement à travers du crowdfunding, mais on n'y est peut-être pas encore tout à fait, et donc il y a tout le rôle des banques qui sont là pour accompagner des projets sur lesquels les modèles économiques reste encore à construire. Donc la partie management de la transition et aider les projets à se faire en termes d'organisation, et puis la partie financière, le rôle des banques. Rapidement sur la partie management de la transition, je pense que M. Rifkin le dit très bien, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en collaboration avec les gestionnaires de réseau, par exemple,
avec les opérateurs historiques même qui sont nos concurrents au quotidien, mais sans lesquels on ne pourrait pas travailler sur une transition plus large. Donc je pense par exemple moi à des comités de pilotage dans le cadre de la 3e révolution industrielle, dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait partie du comité de pilotage d'écoquartier, où on est avec EDF, ERDF, GRDF autour de la table et on essaie ensemble de mettre un peu nos différences de côté et de plutôt travailler sur ce qui nous rassemble. Donc ce n'est pas quelque chose qu'Enercop a l'ambition, en tout cas les moyens de faire seul aujourd'hui. Et ça doit se faire, à mon avis, en concertation avec les acteurs publics, privés et les citoyens. Donc ça, c'est pour la partie transition. Je pense que ça nécessite vraiment un effort collectif. Sur la partie financement, je vais peut-être laisser mon président. Et sur les micro-projets, enfin, sur les projets à la taille au-delà d'une transition régionale, je veux dire. Oui, on travaille sur des micro-projets. J'ai par exemple une entreprise qui fait des enveloppes qui m'a récemment consulté pour me dire on voudrait compenser ce qu'on produit, ce qu'on consomme en électricité. On a une grosse consommation, on voudrait le compenser. On n'a pas la possibilité chez nous de mettre des panneaux photovoltaïques ou d'avoir une éolienne sur notre terrain. Là, effectivement, on travaille avec une collectivité, avec l'entreprise, ensemble, à faire en sorte qu'il y ait une éolienne, même si elle est à 50 km de chez eux, sur laquelle ils puissent investir. Elle leur appartient et Enercop est l'opérateur entre le réseau, entre la machine, le réseau et l'entreprise pour aboutir à, on va dire, un circuit court fictif. Donc sur des micro-projets comme ça, on peut agir. Mais c'est des cas particuliers. Sur une transition plus générale, sur l'échelle de quartier, etc., on a vraiment besoin, pour le coup, d'être accompagné ou de travailler en lien avec d'autres acteurs de tous les secteurs. Et juste pour rajouter sur la question du financement, qui était aussi une question importante, donc pour l'instant, Enercop fonctionne sans emprunt bancaire, c'est-à-dire grâce à une forme de crowdfunding qui correspond aux contributions des sociétaires volontaires. Mais néanmoins, effectivement, pour ce qui est de l'investissement, non plus dans les activités et dans le fonctionnement de l'entreprise, mais dans des moyens de production, ce sont souvent des montants relativement importants. Et donc, il faut aller au-delà de cette collecte interne à la société. Et donc, on a deux instruments. L'un, effectivement, le recours au financement bancaire classique. Sur des projets d'énergie renouvelable, ça fonctionne relativement bien, même si les banques ont toujours une frilosité vis-à-vis de montages qui leur semblent pas orthodoxes ou pas habituels, ou qui simplement leur changent de leurs habitudes. Voilà. Donc typiquement, des collectifs de citoyens, ça leur fait peur, alors que typiquement, les projets en Allemagne ou au Danemark, etc., qui ont été portés par des citoyens, ont des taux de banqueroute bien plus faibles que les entreprises traditionnelles, simplement parce qu'il y a un contrôle collectif qui se fait. Mais donc, ça se fait avec le financement bancaire. Quand il manque, on a créé un fonds spécifique qui s'appelle Énergie partagée, encore une fois avec d'autres acteurs de la transition énergétique en France, et qui vient abonder les fonds manquants pour soit constituer la totalité des fonds d'un projet aux côtés du capital investi par les citoyens locaux, soit pour faire l'effet de levier complémentaire à un financement bancaire ou qui était nécessaire pour conclure ce financement bancaire. Donc on ne s'exclut pas du tout de fonctionner avec les banques. Évidemment, il y en a certaines qui sont déjà plus réactives, notamment les banques éthiques et collaboratives et coopératives. Mais voilà, on n'a pas d'interdiction au-delà de ça. Ensuite, sur la question spécifique de la rénovation des bâtiments, là, c'est un problème encore plus important, et du coup, il y a des acteurs publics qui viennent, notamment en Nord-Pas-de-Calais, il y a un opérateur qui est en train d'être mis en place pour servir de tiers investisseurs et de justement débloquer ce manque de volontarisme ou d'innovation du secteur bancaire traditionnel. Merci. En ce qui nous concerne, je pense que d'une part, l'ensemble du groupe est bénéficiaire. Donc, nous prenons une partie de notre investissement pour déclencher soit ces participations, soit ces nouveaux tests. Bien entendu, ce que l'on peut observer dans une entreprise comme Drivey, qu'on citait tout à l'heure, ce sont les entreprises qui sont accompagnées aussi par la BPI, par exemple, qui ont quand même un regard assez concret, exigeant et long terme sur l'entreprise en tant que telle. Donc nous, on y croit parce qu'on pense que ça a du sens, on y investit parce qu'on a la chance d'avoir du cash et on investit une partie de notre résultat dans cette entreprise. Et parallèlement à ça, il y a d'autres fonds, on le fait finalement avec
d'autres qui osent et qui nous accompagnent. Et je pense que la BPI est un bon regard sur cette... parce qu'on a une autre entreprise actuellement qui va peut-être faire une petite levée de fonds ici aux alentours de la fin de l'année. Eh bien, à force d'être convaincu de cette nouvelle économie, à force d'avoir des petits succès dans cette nouvelle économie, on observe simplement que les partenaires avec lesquels nous avons des relations nous accompagnent ou risquent de nous accompagner dans ces prochains projets. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans tous ces projets, ce qui est important, c'est la rapidité de croissance. Et dans la rapidité de croissance, on a fait comme petite erreur un peu au démarrage, en tout cas dans les différentes entreprises dans lesquelles on avait fait la création, c'est que l'on n'était pas assez exigeant sur la croissance de l'entreprise de semaine après semaine. Et ça se mesure vraiment en semaine, tellement ça doit être rapide dans le gain de nouveaux clients pour que ce soit un jour rentable. Donc la performance va se cibler plutôt là d'abord, et c'est là-dessus que l'on doit mettre tous nos efforts et toute notre énergie. D'accord. On a parlé, donc il y avait encore une question là-bas, est-ce que le micro peut aller? On a parlé disons, des pouvoirs publics, le financement, etc. Vous êtes un peu à l'opposé, donc vous avez des fonds à investir en quelque sorte, vous cherchez des investisseurs presque militants. Vous êtes dans le marché avec Drive-In, donc ce serait moins cher qu'une voiture privée, tandis que vous êtes plus cher. Pour l'instant, on espère que ça changera. Mais dans les deux cas, il y a quand même un problème de confiance chez le consommateur qu'il faut essayer de résoudre. Chez vous, bon, on peut comparer par exemple avec la Belgique, où il y a déjà plusieurs opérateurs sur le marché, où les gens ont l'habitude de changer de fournisseurs d'électricité. En France, ce n'est pas évident. On a un genre de monopole historique d'EDF et les gens ne pensent même pas qu'ils ont la possibilité de changer. Tandis que dans d'autres pays, c'est résolu, ça existe, et donc les gens font confiance aux autres. En France, je pense qu'il y a un problème de confiance. Est-ce que je ne vais pas avoir des coupures de courant, des choses comme ça? Tandis que chez vous, la confiance, il y a deux éléments. Il y a d'abord... Il faut d'abord que les gens voient une voiture comme une petite boîte en métal pour se déplacer et non pas comme un objet de prestige et d'identification. Donc c'est déjà un premier pas, mais pour les jeunes gens, c'est fait. Mais deuxièmement, il faut être sûr d'en trouver une, le moment où on veut, et qu'elle soit aussi fiable. Et donc, comment vous résoudrez Dans ces modèles participatifs dans lesquels on investit, ce sont des modèles qui sont régulés par le consommateur et par le client. C'est-à-dire que si vous êtes utilisateur d'un covoiturage ou d'un autopartage, forcément, c'est vous qui donnez votre impression, votre avis. Et ça, c'est un élément qui régule la qualité. Je pense que le meilleur moyen de réguler la qualité, c'est de faire exprimer ceux qui utilisent l'outil ou le véhicule. Donc ça, c'est un élément qui nous semble important. Et d'autre part, je pense que le 2/3 des gens qui utilisent cette nouvelle économie de l'autopartage ou du covoiturage, aujourd'hui, ce sont des gens qui recherchent à la fois un gain financier et une amélioration ou un coût pratique de la chose. C'est-à-dire qu'on associe vraiment deux éléments qui, pour les 2/3, sont des éléments tout à fait de bon sens et qui répondent finalement à un besoin d'un grand nombre de consommateurs. Okay. Donc je ne sais pas s'il y a des endroits... Oui, allez-y, la question, il y a une question là, oui. Donc bonjour à tous, Olivier Roux, cofondateur d'Ilamp et aussi notamment habitant de la région Pas-de-Calais. Donc je viens d'apprendre récemment que c'était la région la plus avancée sur la 3e révolution industrielle. Alors effectivement, on parle énormément d'économie collaborative, donc par exemple pré-échange de matériel entre particuliers, tout ce qui est échange de services, etc. Mais souvent, c'est souvent entre particuliers, et j'ai remarqué qu'entre collègues au sein d'une entreprise, et c'est pour ça que je m'adresse à vous en tant que chef d'entreprise, c'est voilà, entre collègues, est-ce qu'il y a des outils qui commencent à être mis en place, des outils vraiment professionnels aussi poussés que les outils qu'on peut trouver pour les particuliers? Non, je dois avouer que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'initiatives. On avait testé des différentes petites initiatives, mais on en est dans la phase très embryonnaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce domaine, il y a certainement des choses à faire, puisqu'on passe beaucoup de temps au travail. On n'a pas aujourd'hui... Il y a de plus en plus de gens qui demandent de travailler chez eux et de revenir une journée par semaine ou autre par rapport à leur temps de travail. Mais fondamentalement, on n'a pas d'initiatives qui sont encore énormes dans ce domaine. Donc je ne peux pas répondre positivement à votre demande.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ici pour l'instant? Il y a une question au fond, là, une dernière question. Bonjour, Geoffroy Murat de Nicomec. J'ai juste une question pour Monsieur Ribaud. Comme vous étiez à la base une entreprise plutôt classique et qu'après vous avez dit bah, tiens, on va essayer d'aller vers de l'économie collaborative, ma question est, Monsieur Rifkin a parlé de l'importance du changement des mentalités. Comment est-ce que vous faites du coup pour avoir ce changement des mentalités, et notamment auprès de trois publics qui sont vos salariés, vos clients et vos fournisseurs? Au niveau des collaborateurs, ce que l'on a perçu simplement, c'est qu'il était effectivement difficile de faire une bascule et à la limite même pour la création ou pour le management quotidien de nos différentes activités, on avait eu quand même assez peu de ponts entre nos anciennes activités et nos nouvelles, dans un premier temps. C'est-à-dire que nous avons une forte culture de retail dans l'entreprise traditionnelle, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on doit penser autrement, on doit avoir des points de repère différents, et ça demande du temps. Donc certains ont réussi, mais certains n'ont pas forcément réussi non plus. Donc ça nous a obligés d'aller chercher des collaborateurs à l'extérieur qui, je pense, vont évangéliser progressivement l'entreprise de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont. Le patron de VID, qui est ici d'ailleurs dans la salle, c'est quelqu'un qui non seulement n'a pas de voiture, mais pour être dans une entreprise qui est comme la nôtre, c'est quand même assez cocasse, mais qui fondamentalement vit cette nouvelle économie et la logique du développement durable réellement au fond de ses tripes. C'est quelque chose qui est très important pour lui, et je pense que s'il est rentré dans le groupe, c'est parce que nous avions créé ce véhicule VID qui l'intéressait. Il ne serait pas rentré dans l'entreprise pour venir dans les entreprises plus traditionnelles du groupe. Donc c'est un élément qui est très important finalement, toute cette transformation. On sait que ça prend du temps. Je pense que nos premiers succès vont faire que progressivement les changements vont arriver dans le mental. Mais ça nécessite un peu de temps. Donc on est à la fin de cette présentation. Donc on a bien vu dans les deux cas que c'est dans la tête, c'est vraiment dans la mentalité, dans la réflexion, dans la définition de la mission de l'entreprise que ça se joue, raisonner en termes de mobilité plutôt qu'en termes de voiture, raisonner en termes de développement durable d'emblée en énergie, comment on peut gérer ça de façon optimale. Donc je vous laisse encore la parole pour un mot de conclusion. Si vous voulez. Très bien. Juste pour, en fait, ça rejoint un peu les deux dernières questions. D'une part, effectivement, à Enercop, comme dans le cas de l'autre entreprise Mobivia, nous avons des collaborateurs qui sont extrêmement militants, motivés, etc. Mais nous avons aussi des gens que nous recrutons, évidemment, sur la base de leurs compétences, qui viennent d'autres secteurs. Et donc, il y a des échanges qui se font. Et au sein de l'entreprise, mais également au sein de l'ensemble donc non seulement des salariés, mais des sociétaires, il y a une pédagogie qui se fait et une transformation des mentalités. Je voulais juste vous donner une petite anecdote pour terminer. On a beaucoup parlé aujourd'hui de l'Allemagne, du Danemark, qui sont toujours les exemples traditionnels. Moi, je voulais vous dire deux mots sur le Portugal, où j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler pendant quelques années, et notamment à un moment donné où Jeremy Rifkin est venu aider le Portugal et l'équipe pour laquelle je travaillais à élaborer la politique européenne de l'énergie pour la présidence portugaise de l'Union européenne. Le Portugal se trouvait en plein dans une transformation comme celle qu'on est en train de décrire et dont on parle assez peu. C'est un pays qui est passé en 10 ans de 25% d'énergie renouvelable à plus de 60%. Donc c'est possible, et c'est possible très vite. Et ce qui est très important pour ceux dont on parle aujourd'hui, c'est le seul secteur qui a continué à créer de l'emploi malgré la crise financière et malgré les politiques d'austérité qui se sont ensuite abattues sur le pays. Donc imaginez ce qu'on peut faire en France, où on n'a jamais été dans une situation économique aussi grave que celle du Portugal. Imaginez ce qu'on peut faire en mobilisant les énergies. Donc c'est pour moi une source de fierté très forte d'avoir vu Enercop aujourd'hui présentée comme une entreprise de la troisième révolution industrielle, parce que c'est vraiment ce que nous essayons de faire. Nous sommes, comme l'a dit Guillaume, une entreprise qui est stabilisée, qui est viable, mais qui est encore modeste, à 22 000, 23 000 sociétaires et consommateurs. Donc,
on a besoin de vous, rejoignez-nous, rejoignez-nous comme consommateurs, mais également, comme on le disait tout à l'heure, aidez-nous à financer les projets et à faire le levier de cette transformation, comme nous nous y efforçons aux côtés de nos partenaires publics, régionaux, nationaux et privés, évidemment, de toutes les entreprises de France. Voilà. Merci. Christophe. Bien, comme mot de la fin, je redirais simplement que je pense que c'est un mouvement de fond qui est certainement irréversible, dans lequel nous sommes engagés. Nous devons associer finalement à la fois l'amélioration, l'optimisation et la transformation de tout notre métier ancien et traditionnel qui fonctionne toujours très bien. Et parallèlement à ça, il faut savoir faire des ruptures pour avoir un ensemble qui soit isolé, protégé et qui permette finalement de mettre sur le marché quelque chose qui réponde réellement aux attentes du client en partant d'une problématique très très précise. Et tout ça, ça n'est possible que s'il y a au niveau d'un ensemble, d'un groupe comme le nôtre, un sens. Et c'est pour ça qu'on a voulu le formuler en disant qu'on voulait rendre la mobilité plus facile. Making Mobility Easier, maintenant c'est un axe qui est extrêmement fort que l'on souhaite transmettre dans l'ensemble du groupe pour que chacun des collaborateurs se retrouvent dans la raison d'être du groupe Mobivia. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci. Okay.